Alors, Célia Prost, pendant ce temps-là, je vais la présenter. Célia Prost est conservatrice du patrimoine au service régional d'archéologie d'Occitanie, où elle est en charge en particulier de l'Aude. Elle est également référente pour la protohistoire dans ce service, et c'est à cette occasion qu'elle a rencontré le parcours de Odette Taffanel, quelqu'un qui apparaît de fil en aiguille, notamment lorsqu'on s'intéresse à l'archéologie méridionale de la France, mais également à l'archéologie de la protohistoire, où elle a formé un certain nombre de collègues archéologues qui sont en train de partir à la retraite à l'heure actuelle. Effectivement, du coup, ce sera peut-être une autre capsule. Notre collègue égyptienne a parlé d'une capsule égyptienne. Là, c'est une autre capsule, puisque retour en France et en Languedoc, et avec des gens qui vont travailler uniquement sur leur territoire natal. Donc comme l'a dit Rosemary, c'est quelqu'un qui est très célèbre en fait, ici en Languedoc, qui est très connu des proto-historiens et qui n'est pas très connu dans le nord de la France, je pense. Donc c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Donc c'est un dernier portrait de femme. Donc Odette Taffanel, née en 1915 à Mayac, donc qui est un petit village situé entre Narbonne et Carcassonne. Elle est décédée en 2012. Donc de nombreux archéologues et mayacois encore vivants l'ont bien connue. Donc ce n'est pas mon cas. Donc je vais essayer de ne pas les décevoir et de dresser un portrait fidèle. Ce qui est peut-être parfois plus facile aussi quand on n'a pas connu la personne. Alors, il faut commencer en disant qu'on retrouve rarement le nom d'Odette Taffanel cité tout seul, car il s'agit en fait d'une histoire familiale, et c'est bien comme ça qu'elle le voyait, puisqu'Odette a travaillé toute sa vie avec son frère, Jean. Donc là, on est dans un autre aussi mode, ce n'est pas la femme d'eux, c'est la sœur d'eux, ou plutôt c'est le frère d'eux. Donc vous voyez ici Jean Taffanel avec Odette à sa droite, enfin à sa gauche à lui, mais donc sur la droite, et leur mère Berthe, donc devant leur maison, dont on parlera plus tard. Donc je vais essayer de parler surtout d'Odette, même si leurs parcours sont très liés, un parcours très singulier, mais je ne voudrais pas qu'on retienne que le côté pittoresque de ce parcours qui est vraiment, vraiment particulier, et on le voit d'autant plus avec ce qu'on a entendu aujourd'hui. Donc je vais essayer de mettre en exergue quand même dans une deuxième partie vraiment l'aspect pionnier, en quoi est-ce qu'elle était pionnière et pas seulement singulière. Donc l'histoire commence en 1929, lorsque Odette et Jean Taffanel, âgés respectivement de 14 et 12 ans, donc c'est elle l'aînée, découvrent du mobilier archéologique mis au jour par une charrue dans une vigne familiale. Ils sont effectivement issus d'une petite famille de viticulteurs qui possèdent environ 5 hectares de vignes, ce qui ne constitue pas dans ces vignobles du Minervois une grande richesse. Donc ce sont encore des enfants et ils commencent à explorer leur territoire, celui de Mayac, pour le prospecter, et ils se rapprochent très vite de deux érudits locaux, Henri Martin Granel, qui est archéologue avec qui ils fouilleront ensuite sur le Kayla, donc un des sites majeurs de Mayac dont on reparlera rapidement, et Laurent Mathieu, qui est un membre actif de la Société d'études scientifiques de l'Aude. Donc vous voyez ici une des premières lettres conservées, donc écrite par Odette. Vous voyez encore l'écriture vraiment enfantine à Laurent Mathieu, et on a les correspondants en gros de ces lettres, donc de Jean Taffanel écrites à Henri Martin Granel, donc chacun a son correspondant à l'époque. Et dès l'origine, Odette et Jean s'intéressent à tout le territoire de Mayac. Ils fouillent un jour par-ci, un jour par-là, un jour tel site, un jour un autre. Et ils se concentrent toutefois assez rapidement sur le Kayla, donc qui est la colline que vous voyez juste au centre. Colline qui est connue comme étant le vieux Mayac pour les habitants de Mayac, mais donc, où il n'y a plus rien. Et il révèle les vestiges d'un oppidum, donc un habitat fortifié de l'âge du fer, qui est occupé du Xe siècle avant notre ère jusqu'au IIe siècle après. Alors les lettres deviennent rapidement de vrais comptes rendus archéologiques, bien qu'au sommaire, vous l'avez vu un petit peu, il y a des plans, il y a des coupes, il y a des dessins de mobilier. En 1933, donc fort de ces échanges avec ces deux premiers
érudits, il rencontre Philippe Héléna, qui est conservateur du musée de Narbonne. Et grâce à ces 3 archéologues, Odette et Jean acquièrent des connaissances en accédant à leur bibliothèque, à leur collection et à leur réseau. Et leurs recherches, notamment sur le Kayla, commencent à recueillir une certaine notoriété. Et bien qu'ils soient au départ assez frileux à l'idée de parler de leur découverte, de peur qu'on leur interdise la fouille, parce qu'ils sont très jeunes, ils accueillent rapidement des archéologues sur le Kayla, et on voit ici donc Philippe Héléna qui est l'homme aux moustaches, et Raymond Lantier, qui est donc conservateur au Louvre, que vous connaissez peut-être, au moins pour certains d'entre vous, avec la pipe, et on a des détails savoureux de cette visite que je pourrais vous lire en privé. Donc il faut dire que le Kayla livre des fragments de céramique grecque, donc qui intéressent des archéologues venus aussi de Paris. Alors après ces premières années de formation en autodidacte, ils publient en 1938 leur premier article dans le bulletin de la Société d'études scientifiques de l'Aude. Odette Tafanel a alors 23 ans et elle fouille déjà depuis 8 ans. Les lettres reçues montrent que c'est à cette époque qu'elle commence à constituer son propre réseau d'archéologues et qu'elle conquiert la réelle reconnaissance de ses pairs. Et on voit bien dans les lettres que les conseils sur les méthodes de fouille disparaissent au profit de discussions scientifiques sur l'interprétation des vestiges. À partir de 1948, les arrachages des vignes dévoilent de nombreuses sépultures à incinération autour du Grand Bassin et du Moulin, donc dans la plaine de Maillac. Donc vous voyez ici le Grand Bassin et le Moulin qui est juste derrière. Donc, ici, c'est Jean Tafanel qui est sur le Kayla. Donc on voit vraiment la plaine avec les nécropoles sur cette photo. C'est pour ça que j'aime bien la mettre en général. Donc ils mettent ainsi au jour et fouillent plusieurs centaines de tombes qui forment l'un des plus grands ensembles funéraires protohistoriques de France et le plus grand gisement funéraire du Midi de la France, qui se distingue par sa durée d'utilisation, donc du 9e siècle au 5e siècle avant Jésus-Christ, son étendue qui est estimée entre 9 et 11 hectares, le nombre des tombes estimées, qui approche sans doute les 2000, et la richesse du mobilier découvert, puisqu'il a livré plusieurs milliers de vases et des centaines d'objets, certains produits localement et d'autres importés depuis les rives de Méditerranée. Vous voyez ici un certain nombre de tombes en cours de fouille. Donc vous voyez cette richesse de tombes avec parfois plusieurs dizaines de vases qui sont déposés. L'importance des découvertes concernant l'âge du fer les amène à se spécialiser dans cette période. C'est ici mon interprétation. J'ai le sentiment que si le patrimoine maillacois les avait menés ailleurs, ils se seraient spécialisés sur une autre période, car tout les intéressait, vraiment, ils fouillaient tous les sites. Mais c'est une idée qui reste à creuser, et donc pour l'affirmer complètement, c'est un sentiment, je tiens à le préciser. En tout cas, leurs recherches portent surtout sur l'âge du fer, et c'est ainsi que plusieurs ouvrages majeurs pour l'archéologie méridionale peuvent voir le jour. Au premier rang de ceux-ci se trouve Le premier âge du fer languedocien, publié en 3 volumes entre 1955 et 1960 par donc, la fratrie Tafanel et Maurice Louis, qui était directeur des Antiquités préhistoriques. Donc cet ouvrage dresse le premier bilan sur la protohistoire du Midi de la France et contribue considérablement à l'établissement d'une chronologie du premier millénaire avant notre ère dans la région. On doit citer également la publication de grands ensembles monographiques comme l'étude sur la nécropole du Moulin, donc qui correspond à la première phase de cet ensemble funéraire de Maillac. La publication de la seconde phase Grand Bassin, dite Grand Bassin, quant à elle, est restée à l'état de manuscrit malheureusement. Les nombreuses découvertes apportent avec elles de nombreux problèmes. Premier problème, où loger les trouvailles. C'est comme ça qu'elle les nomme. Le mobilier archéologique, il est logé à la même enseigne que la famille Tafanel, c'est-à-dire à l'étage de leur maison dans le centre-bourg. Devenue trop petite, ils décident d'acheter, seuls, un ancien couvent à la sortie du village en 1953. Ils souhaitent en faire un véritable centre d'études permettant de conserver et de présenter par contexte de découverte l'ensemble du mobilier, de la belle pièce au tesson, car tous concourent à la compréhension et à la datation des sites. Je la cite là. Ils aménagent donc 3 salles de réserve et 4 salles d'exposition qui ne sont pas destinées aux curieux, mais aux collègues. Elles doivent devenir un lieu de travail et de discussion scientifique, l'exposition des objets servant à démontrer ce qui est avancé dans les publications. Alors, si les nombreuses publications, donc je ne vais pas du tout toutes les citer, mais elles sont au nombre de plusieurs dizaines, sont toutes signées Jean et Odette Tafanel, les rôles sont en réalité bien répartis.
Jean est à la fouille, car il a un sens extraordinaire du terrain et il continue de s'occuper des vignes familiales. Et Odette, bien que présente sur le terrain, travaille surtout sur ce qu'on appelle aujourd'hui le post-fouille, c'est-à-dire que c'est elle qui rédige et reprend toutes les minutes de terrain, les descriptions, les plans, les relevés, pour les mettre au propre. Elle étudie et remonte les vases, elle dessine le mobilier découvert, le classe, l'inventorie. Ensemble, ils maîtrisent toute la chaîne de la recherche archéologique, de la prospection à la publication, en passant par la fouille, l'inventaire, la restauration, le dessin, la photographie, l'étude du mobilier. Ils font tout seuls. C'est elle donc qui, sans aucun diplôme, elle a un certificat d'études, c'est tout, elle obtient la reconnaissance académique, donc un poste d'attaché de recherche au CNRS en 1964, avant de devenir chargée de recherche en 1971. Elle reçoit également diverses distinctions, pour n'en citer que quelques-unes, les palmes académiques. Elle est nommée chevalier de la Légion d'honneur. Elle a également une médaille d'argent du CNRS. Et c'est également elle qui participe au colloque. Donc vous avez ici 2 photos de colloques qui ont été faites à Narbonne et à Carcassonne. Et c'est elle aussi qui intègre les jurys de thèse. Le 18 février 1976, alors qu'ils viennent tout juste d'arrêter leurs opérations de terrain, Odette et Jean Taffanel font don à l'État, donc de leur vivant, de tout ce qu'ils ont réuni pour la protection et l'étude du patrimoine mayakois. C'est-à-dire 10 hectares de terre sur le Keila, donc ce site d'habitat proto-historique, qu'ils ont acheté parcelle par parcelle, la chapelle de Saint-Jean-de-Cas, qui est également une chapelle avec des élévations pré-romanes qu'ils ont achetées et fouillées, l'ancien couvent comportant donc les salles de présentation, les réserves, mais qui est aussi leur lieu de vie, donc ils donnent leur lieu de vie à l'État, tout en demandant à pouvoir y résider jusqu'à la fin de leur jour, évidemment. Et ils donnent également l'intégralité des collections découvertes au cours de leur vie et leur bibliothèque d'archéologie. Donc cette donation n'est pas une idée soudaine, mais un projet qu'évoque Odette depuis 1946 dans sa correspondance avec les directeurs des antiquités historiques successifs. Bien que leur recherche de terrain s'arrête en 1974, Odette et Jean Taffanel ont continué de s'occuper du dépôt et des collections archéologiques, à publier leurs découvertes et à accompagner des chercheurs venus étudier les collections ou reprendre les fouilles à Mayak, et ce jusqu'à leur décès en 2012 et 2009 pour Jean. Donc là, c'est juste l'acte de donation qui est signé. Et vous voyez ici des photos un petit peu plus récentes lors de la reprise de fouilles dans les années 90 dirigée par Thierry Janin, 90 et 2000. Donc maintenant que vous connaissez un petit peu plus son parcours, en quoi est-ce qu'elle a été pionnière ? Tout d'abord, pour moi, elle avait un sens de l'observation des vestiges et qui était exceptionnel. Et qui, de plus, a été rendu de manière tout aussi exceptionnelle dans l'enregistrement des données qu'elle a fait. Pour les années 30 et 40, 50, c'est une documentation qui est exceptionnelle et parfaitement exploitable aujourd'hui. Alors, je prendrai un seul exemple pour illustrer son sens de l'observation. Dans la description qu'elle fait de l'une des tombes de la nécropole dans le premier âge du fer languedocien, donc dans cet ouvrage dont je vous ai parlé, elle observe qu'une mouche en bronze, donc un simpulum que vous voyez ici, alors c'est pas celui-là, mais c'est pour illustrer que c'est un simpulum, a été déposée à l'intérieur d'un vase. Elle observe qu'une partie de la lèvre du vase, donc en céramique, porte des traces de corrosion, alors qu'elle a trouvé la louche au fond du vase. Et elle en déduit donc qu'il a fallu que cette louche, qui ne pouvait pas tenir toute seule sur le bord du vase puisque son crochet était cassé, est resté en suspension pendant un temps certain qui a suffi à porter des traces de corrosion sur le vase et qu'ensuite il est tombé au moment de la déposition. Donc elle en déduit qu'il faut imaginer une matière organique qui reste suffisamment longtemps sans se dégrader après l'enfouissement, mais qui finit quand même par se dégrader. Et donc elle se dit, eh bien, ça doit être du miel. Voilà. Et on sait aujourd'hui que c'est assez récurrent de trouver du miel dans ces vases. Donc on n'a pas analysé le vase en particulier qu'elle décrit, ça serait intéressant de le faire. Mais en tout cas, c'est une hypothèse qui est parfaitement plausible
Et elle n'avait aucun moyen à l'époque de faire des analyses chimiques. Donc c'est vraiment l'observation qui lui permet de faire ces hypothèses tout à fait pertinentes. Donc très tôt, aidée mais souvent seule, elle se forme aux techniques du dessin, du mobilier, de coupe, et elle documente aussi précisément qu'elle le peut ses fouilles. Donc elle prend des cours par correspondance. Elle n'a jamais quitté Mayak, à part pour quelques voyages, mais voilà. Et elle utilise la photographie de manière pratiquement systématique en documentant plusieurs phases de fouilles. Donc là, vous voyez des tombes où elle prend en photo le système de couverture qui est très abîmé par le passage de charrues, puis après quelques heures de fouilles, le mobilier à l'intérieur. Donc là, on est on est à la fin des années 40, au fin fond de l'Aude. Donc c'est quand même des techniques qui ne sont pas vraiment diffusées à l'époque. Donc toutes ces archives sont déposées maintenant aux archives départementales de l'Aude. Donc la plupart des illustrations sont issues de ce fonds. Elle montre la richesse de son enregistrement de terrain, tout le travail réalisé ensuite par Odette. Donc j'ai mis quelques exemples. Donc on voit ici des minutes. Donc ici ce sont des minutes qui sont prises vraiment sur le terrain au crayon. On voit qu'elle les reprend le soir. Donc il y a des informations le soir ou quelques jours plus tard. Il y a des informations en plus. Et puis elle les décrit et ensuite elle les reprend pour créer des sortes de bases de données. Et il y en a plusieurs qu'elle a créées. Donc il y a ces notes de fouilles, donc qui sont rangées dans des classeurs où elle reprend les dessins de mobilier, donc avec des petits collages. Elle remet les photographies. Elle remet tous ces points qu'elle a écrits dans l'agenda et puis ensuite elle en fait des synthèses une fois qu'elle a analysé la stratigraphie. Elle a réalisé aussi tout un fichier de mobilier, donc vraiment par mobilier, la date de découverte, tout un tas de choses donc pour gérer en fait le dépôt aussi qu'elle a constitué. Et puis il y a également ce qu'Henriette Pascal, donc la première archiviste à avoir classé et inventorié le fonds, a appelé le fichier mnémotechnique de la nécropole du Moulin, donc c'est sur cette première phase. Et donc Odette Taffanel explique qu'elle a créé une fiche portant en signe conventionnel la typologie de la céramique et du mobilier céramique et les détails des rites funéraires. Et donc elle explique, en prenant pour point de départ la phase finale bien caractérisée par les tombes de transition avec le grand bassin 1, nous avons essayé un premier classement de ces fiches. Il ne nous satisfait pas encore pleinement, mais déjà se dessine un tableau très souple, sans hiatus ni coupure, avec des imbrications, qui semble bien correspondre à l'évolution réelle d'une civilisation traditionnelle où les nouveautés ne supplantent jamais totalement les anciens. Donc elle est très attachée à la donnée brute, et c'est ça qui rend ces archives encore bien exploitables aujourd'hui, ce qui est, comme je l'ai dit, assez rare pour les années 30-50. On a publié, a été publié très récemment une nécropole contemporaine de celle de Mayak, donc la nécropole Saint-Julien de Pézenas, que certains peut-être connaissent, qui a été fouillée dans les années 50-60, donc après, qui est bien moins bien fouillée. Il fouille en front de taille, donc on n'a aucune information sur le mode de déposition des tombes, etc. Donc c'est vraiment assez exceptionnel pour cette époque. Elle dit d'ailleurs très bien elle-même, dans un article en 65 qu'elle a publié dans Archéologia, donc c'était un portrait, c'était cette série des portraits d'archéologues que vous connaissez peut-être dans Archéologia, où elle explique que la fonction essentielle du fouilleur doit avant tout être le fournisseur consciencieux des spécialistes, car l'anthropologie, la zoologie, la botanique, la chimie, l'histoire, l'épigraphie ont toutes leurs mots à dire, mais la synthèse de leurs analyses n'est possible que dans un contexte archéologique bien observé. Donc pionnière dans l'enregistrement des données, pionnière aussi, et je l'ai un petit peu dit, vous l'avez peut-être compris, mais je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus, dans son apport à l'archéologie protohistorique languedocienne. Et on peut étendre sans problème à au moins une partie de l'Italie et de l'Espagne, grâce à ses publications monographiques et au premier âge du fer languedocien notamment. En effet, la fouille des sépultures de Mayak a eu une importance considérable dans l'élaboration de la chronologie de l'âge du fer en Languedoc, car les vestiges découverts dans les tombes ont pu être mis en regard des vestiges découverts sur l'habitat du Kayla. Et donc ces découvertes faites à Mayak sont ainsi pour une bonne part à l'origine de ce premier bilan réalisé dans les années 50.
Bilan qui reste aujourd'hui d'actualité, même si la chronologie a évidemment été précisée ensuite par d'autres chercheurs, donc comme Jean Guilaine ou Thierry Janin, donc, grâce à la reprise de données et à de nouvelles études, notamment sur les restes osseux. Mais ce premier cadre, il reste vraiment une référence incontournable pour la protohistoire du Midi de la France. Alors, pour l'élaborer, Odette Tafanel a su s'entourer. Donc pour la rédaction, on l'a vu donc de son frère, même si on a du mal à comprendre s'il écrivait réellement ou s'il est cité parce qu'il fouille, hein. Mais également donc Maurice Louis, avec qui elle a énormément échangé de lettres. Mais elle s'est également entourée de très nombreux chercheurs. Et on voit ces échanges donc dans les lettres reçues. On a toute sa correspondance passive, hein, qui est aux archives départementales. Donc vous voyez ici Wolfgang Denn, donc qui est un archéologue allemand qui a travaillé sur la céramique marnaise, notamment en milieu rhénan, donc qui vient ici visiter le Kayla. Donc c'est Odette qui fait visiter à Wolfgang Denn et ses étudiants le Kayla. Vous voyez ensuite ici Odette Tafanel et Wolfgang Kimi. Qui est donc professeur à l'université de Tübingen. Mais dans la correspondance, on trouve aussi des noms italiens, donc comme Nino Lambolia, le fondateur de la revue des études ligures, donc qui a publié le premier âge du fer languedocien, des Britanniques comme Nancy Sandars, et bien sûr des Français du Nord comme du Sud, Fernand Benoît, Jean-Jacques Hatt, etc. Il y a vraiment des dizaines de lettres qui sont échangées avec les chercheurs européens sur la protohistoire. Donc c'est une femme qui, à partir de rien, a su se hisser au niveau intellectuel de grands archéologues et universitaires européens, sans avoir fait d'études et sans avoir quitté Mayak, et en ne travaillant finalement que sur Mayak et sur son territoire. Donc là, c'est assez intéressant en comparaison avec les personnalités qu'on a vues, hein. On a vu beaucoup de femmes qui ont eu du mal à accéder au terrain de fouille. Et ici, à contrario, elle a acquis sa notoriété par la fouille, hein, qu'elle a commencé très très tôt. Donc je voulais terminer en vous invitant à consulter évidemment la bibliographie d'Odette Tafanel. Donc il y a des pages qui sont dépassées, hein. Aujourd'hui, je ne dis pas du tout que tout est à garder, mais par contre, elle a vraiment permis de fonder le cadre chronologique. Pour aller plus loin, je vous invite aussi à aller voir l'article de Jean-Pierre Pignès qui montre plutôt cet aspect pittoresque de leur parcours, hein, et ce lien avec la terre et avec leur activité de vigneron. Et puis, la DRAC Occitanie a publié un petit ouvrage grand public qui est aussi disponible en ligne, que je vous invite à aller voir, qui parle évidemment du parcours d'Odette, mais qui parle surtout des vestiges de Mayak et donc de son travail, de ce qui a été découvert. Et puis, bien sûr, je vous invite surtout à quitter la banlieue parisienne et d'aller à Mayak pour visiter donc le site. La mairie a organisé un sentier archéologique très récemment. Il a ouvert l'été dernier. Et donc, vous pourrez voir des vidéos aussi d'Odette et gens qui parlent et qui expliquent tout ce qu'ils ont fait.